Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée 17 août. C'est la date officielle retenue pour le lancement de la campagne d'inscription des enfants à l'école pour l'année scolaire 2015-2016. L'objectif est de mettre en œuvre la politique de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics. L'annonce a été faite hier par l'UNICEF. Le Sénat a adopté hier le projet de loi sur la répartition des sièges aux élections municipales, urbaines et locales au cours de la seconde session extraordinaire. 77 sénateurs ont approuvé ce projet de loi sur le 108 que compte la Chambre haute du Parlement. La RDC, autant que d'autres pays membres de la Convention climat de l'ONU, apporte sa contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle compte réduire le gaz de 20 à 15% d'ici à 2030. Le ministre de l'Environnement, bienvenu Liu Tanjoli, a reçu en audience l'ambassadeur de la Suède en RDC, Madame Annika Ben David. Au menu de leur rencontre, la lutte contre le réchauffement, le carburant fossile et la promotion du développement de l'énergie renouvelable. Je suis venue solliciter le soutien de la RDC pour la réforme dans le cadre de la conférence sur le climat COP21 à Paris ce novembre, la réforme qui porte sur l'élimination des subventions de carburant. C'est-à-dire que nous sommes un groupe d'amis qui œuvrent pour cette élimination. J'ai présenté une lettre de la part des États-Unis, de la France, de la Suisse et de la Suède, sollicitant ainsi l'appui de la RDC pour un communiqué qui sera présenté en novembre dans le cadre de la conférence COP21. Il s'agit donc d'éliminer ou de réduire à un maximum ces subventions aux carburants fossiles et de plutôt bénéficier le développement des énergies renouvelables. Nous pensons que et la Suède et le Congo et le climat bien sûr, il y a énormément à gagner, à la fois dans la croissance économique mais aussi dans le sauvegarde de la nature, le climat et l'environnement au Congo. C'est connu que les nations du monde s'emploient à converger en vue d'une mission commune dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Parmi les efforts à consentir, les mesures d'atténuation et adaptation aux effets de cette crise climatique. La RDC, autant que les 195 autres nations du monde, membres de la Convention climat de l'ONU, joue sa partition et prépare sa contribution déterminée au niveau national. Bibi Ngoa. Les nations du monde sont en quête de solutions contre la déréglementation climatique. De la confrontation d'idées naissent des mesures d'atténuation et adaptation aux effets des changements climatiques. Il s'agit de contributions salvatrices au regard des enjeux liés au nouvel accord en négociation pour un consensus sur les engagements des nations. La République démocratique du Congo, à l'instar des 195 autres États membres de la Convention climat des Nations unies, joue sa partition en s'appropriant les champs couverts par les contributions prévues déterminées au niveau national. Les experts du pays étaient mis à contribution pour la cause. C'était des concertations sur le processus de préparation des CPDN. Ces contributions prévues déterminées au niveau national devront donc refléter l'effort juste et équitable de chaque pays selon sa responsabilité historique et ses capacités nationales pour contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel préjudiciable à la vie de l'homme et à la planète tout entière. La République démocratique du Congo a pris l'engagement solennel de faire participer notre pays à la dynamique positive vers un accord réussi à Paris en déclarant que la République démocratique du Congo présentera sa CPDN au plus tard le 15 août de cette année. La RDC, qui négocie son rivage vers l'émergence à l'horizon 2030, s'attelle à réduire les gaz à effet de serre de 20 à 15%. S'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre
par rapport au maintien du statu quo d'ici 2030. Cet engagement politique ambitieux exprimé au plus haut niveau de l'État trouvera les chances véritables de sa réalisation qui, la conférence de Paris, s'est traduite par un tournant décisif. Ces discussions organisées par le ministère de l'Environnement et Développement durable à travers la Direction du développement durable témoignent de l'engagement de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique, dont la responsabilité historique des nations à des niveaux différenciés interpelle toute l'humanité aujourd'hui. La loi sur la répartition des sièges pour les élections locales, désormais dans le pipeline de la promulgation. La session extraordinaire au cours de laquelle ce texte a été voté peut être considéré comme le plus court que le pays n'ait jamais connu. Près de 40 minutes ont suffi aux sénateurs pour adopter ce projet de loi très controversé. Et c'est à l'unanimité que ce texte est passé. Alain Bouma et Blaise Mouangui pour le reportage. Les sièges de la salle de conférence internationale du Palais du Peuple étaient insuffisants pour accueillir tout ce monde venu assister à l'ouverture de cette nouvelle session extraordinaire au Sénat, session à enjeu de taille. L'unique matière à l'ordre du jour, l'examen et le vote du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections locales, municipales et urbaines. Émotion et impression vite apaisées, il a fallu moins de 40 minutes aux élus des élus pour voter ce texte et clôturer cette session extraordinaire, la plus courte de l'histoire du Parlement congolais. 77 sénateurs ayant pris part au vote ont donné leur quitus à ce projet de loi, effaçant ainsi le précédent vote dit insuffisant de la session extraordinaire précédente. La loi a été rejetée, non pas parce que la majorité des sénateurs ont voté contre, mais parce que le quorum n'était pas atteint. Mais cette question n'est pas réglée par notre règlement intérieur à ce jour. Donc ici, le règlement intérieur nous permet, nous les sénateurs, de pouvoir convoquer en la majorité absolue une session extraordinaire pour revenir sur une situation que nous estimons n'est pas être celle qui devait incarner la volonté même des législateurs qui ont voté en majorité pour une loi, mais qui part. La force de la procédure est déclarée irrécevable et interprétée de mille et une manières. Même les irrégularités constatées par les sénateurs lors du débat général autour de ce texte n'ont pas pu bloquer la machine. Avant même cette session, le bureau du Sénat a reçu et le gouvernement et le bureau de la CENI. Et nous avons pu traduire toutes nos observations, toutes nos inquiétudes, et ça a été pris en considération. Donc la CENI est en train de travailler pour incorporer les observations que nous avons prises. Donc, fort de cette assurance, nous partons de l'idée qu'on peut raisonnablement être satisfait du résultat qui a été obtenu. Par conséquent, il fallait maintenant réexaminer notre décision. Non plus l'absence des sénateurs du mouvement de libération du Congo. Vous n'avez pas vu quelques individus, le MLC c'est qui ou le MLC c'est quoi? Messieurs, quand vous servez la nation, à un moment donné, vous effacez votre couleur politique pour l'intérêt de la République. Ceux-là que vous n'avez pas vus, ce sont ceux-là qui ont peur des élections. Ce sont ceux-là qui ont peur de la démocratie. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas que le peuple congolais puisse fonctionner dans l'harmonie et dans la démocratie. Ce texte, très attendu par la Commission électorale nationale indépendante, n'attend maintenant que sa promulgation par le chef de l'État. Les sénateurs étaient accusés de tous les maux pour n'avoir pas voté ce texte lors de la session extraordinaire de juillet 2015. Qu'est-ce qui s'était réellement passé et comment en est-on arrivé à cette nouvelle session extraordinaire? Élément de réponse avec le sénateur Léonard Chéokitundu. Le projet de loi a été voté par 48 voix pour, comme le rapporteur l'a dit tout à l'heure. 12 voix abstention et 2 contre. Donc là, vous comprenez. Et puis, si on n'a pas atteint le quorum de décision pour que la loi soit valablement adoptée. Parce qu'il fallait au moins 55 voix. Alors, 48, il y avait un déficit d'au moins 7 voix. Donc, la majorité absolue des sénateurs qui composent l'institution. Alors, et c'est pour cette raison que les sénateurs se sont concertés parce qu'ils n'étaient pas contents du résultat du vote. Et nous nous sommes dit, puisque le règlement intérieur, tout comme la Constitution, reconnaît
à la majorité absolue des sénateurs de pouvoir convoquer une session extraordinaire, nous avons décidé d'exploiter cette possibilité qui nous est reconnue par la Constitution et le règlement intérieur pour réexaminer la décision qui a été prise lors de la première session extraordinaire. C'est nous-mêmes qui avons pris la décision parce que nous avons constaté que, comme je vous ai dit, le résultat du vote ne traduisait pas la volonté de l'ensemble des sénateurs. Donc il était nécessaire de reconsidérer ou bien d'ajuster la décision parce que tous les sénateurs, la grande majorité des sénateurs ont voté pour. Donc 48 contre 14, vous comprenez? Et puis si la loi aurait pu être votée par un résultat beaucoup plus important si les sénateurs étaient présents. Or, la séance de l'autre fois qui était convoquée à 14h n'a pu se tenir qu'à 20h le soir. Donc il y a beaucoup de sénateurs qui étaient lassés et qui étaient déjà partis. Des réactions se sont fait entendre. La dernière est celle du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Bertrand Ewanga, qui répondait aux questions de Mamina Massengou sur l'actualité politique de l'heure et sa situation vécue lors de son arrestation. Suivez dans cet extrait de l'émission Débriefing. C'est ça justement ce que nous déplorons. Il y a la séparation des pouvoirs dans ces pays. Mais maintenant, on est en train de manipuler le Parlement. Le Sénat a vidé la matière et s'il y a des arriérés, les arriérés doivent aller dans la session ordinaire. Mais c'est peut-être la volonté d'un homme, d'un groupe d'hommes qui impose au Sénat. Grand Kengo serait sous pression. Non, le Grand Kengo sous pression, je sais. Il n'a même pas terminé ses vacances. Sur le point de céder d'après vous? Non, pas céder, mais de répondre aux appétits. Mais je sais que quelque part, il ne perd pas. Qu'est-ce que vous faites des 72 signatures des sénateurs alors? Mais écoute, madame, nous savons comment les choses fonctionnent. Un parlement qui reçoit les ordres de l'extérieur. Les ordres ne sont pas venus de Kengo. On dit faites ça. Le dialogue aujourd'hui est sans objet. Pour l'INC, il n'est pas question de dialogue. Et d'ailleurs, le dialogue est réglé par la Constitution. La Constitution dit que l'élection du chef de l'État présidentiel et législatif sera convoquée 3 mois avant. Je crois que c'est vers le mois de juillet. C'est déjà le dialogue qui est conclu. Donc, ces histoires de se mettre autour d'une table pour partager le pouvoir, chercher un quelconque glissement, notre peuple ne soutiendra pas ça. Nous ne sommes pas prêts pour soutenir ça. Mais c'est pour un glissement, tout le décor est planté. Tout est planté pour un glissement. Parce que les gens, comme ils ont peur des élections au suffrage universel direct, et parce qu'ils rêvent un 3e mandat, nous n'allons pas leur permettre un 3e mandat. Le peuple congolais ici, qui continue à souffrir. L'intégralité de cette émission est à suivre ce soir sur B1 à 18h40, heure de Kinshasa. La société civile de la RDC, dans son ensemble, approuve l'idée du dialogue pour la description du climat politique dans le pays à la veille des élections. Dans une déclaration rendue publique hier en présence des représentants de la classe politique, les organisations citoyennes invitent les Congolais à la vigilance et les politiques au dialogue. Constantin Tamboué. La société civile dans sa diversité approuve l'idée du dialogue pour une issue heureuse des enjeux politiques à l'horizon en RDC. Cette résolution est le fruit des consultations menées auprès de la classe politique majorité opposition qui, au-delà des divergences de points de vue, reste unanime sur la tenue d'un forum national consensuel autour de l'organisation des prochaines élections. Nous saisissons cette occasion pour lancer le forum de la société civile pour le dialogue permanent afin de consolider la démocratie dans notre pays. Oui au dialogue, oui au processus électoral. Que triomphe la démocratie en République démocratique du Congo. Reconnaissant les tares qui ont empoisonné le climat politique après les scrutins décriés et facteurs de violence qui ont endeuillé le pays en 2006 et 2011, la société civile invite la population congolaise à la vigilance et les acteurs politiques au dialogue en vue de la consolidation de la cohésion nationale et de la paix. Demandons à la population congolaise d'être vigilante, à ne pas céder aux manipulations politiciennes de tous bords et à barrer la route aux ennemis de la paix. Invitons la communauté internationale à jouer franchement le rôle de bon conseiller à toute neutralité pour préserver les acquis de la paix
Cette position de la société civile dans son ensemble a été lue en présence de toutes les sensibilités politiques et sociales, notamment le secrétaire général de l'UDPS, ainsi que du secrétaire exécutif en charge des relations extérieures, Félix Tshisekedi. 1000 raisons d'aimer la RDC, tel est le thème de la campagne d'éveil patriotique sur la nouvelle citoyenneté que le ministre de l'EPS5 lance officiellement ce mercredi afin de doter la RDC d'un nouveau type de citoyen congolais. Et pour conduire cette campagne au bon port, les responsables des médias quinois ont été imprégnés de ce support lors de la deuxième séance de travail pour leur convier par le ministre de tutelle, Maker Mangufamba. Sur ces images, voici ce qui devra être le spot qui annonce déjà les couleurs de la campagne d'éveil civique sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Une initiative que prend le ministère de l'EPS5 avec l'accompagnement de médias congolais. Le responsable des différents organes de presse se sont imprégnés du contenu de ce spot au cours de la deuxième séance de travail présidée par le ministre de l'EPS5, Maker Mwangu. Et ce support devra être diffusé avant et après les éditions de journaux télévisés afin de toucher la fibre sensible de la fierté de la population congolaise. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, le CESAC, l'Union de la presse nationale du Congo et l'ensemble des médias audiovisuels viennent de décider aujourd'hui la mise sur pied d'un spot publicitaire qui accompagne la campagne de la nouvelle initiation à la citoyenneté. Dans un premier temps, nous prenons toutes les raisons pour aimer la RDC. Mais par après, nous pouvons revenir pour prendre secteur par secteur et puis nous allons commencer à diffuser. Cette démarche est jugée démocratique par les professionnels de médias. Ces derniers devront, par cette action, jouer aussi leur rôle, celui d'éduquer, de former et d'informer le peuple congolais. Les médias peuvent vraiment accompagner ce travail, faire en sorte qu'effectivement les mentalités changent en diffusant le plus possible ce spot. Nous nous sommes mis d'accord pour que nous diffusions ce spot gratuitement. Nous déplorons à gauche à droite des actes inciviques qui nous pourrissent la vie. Donc tous les responsables de presse qui étaient là ont accepté de diffuser avant chaque édition de leur journal ce spot pour accompagner effectivement cette sensibilisation. Doter la RDC d'un nouveau type de citoyen, tel est l'objectif du gouvernement que traduit le ministre pour une société congolaise en mutation. Nous vous le disions au titre, la campagne d'inscription des enfants à l'école pour l'année scolaire 2015-2016 sera lancée le 17 août prochain dans la ville-province de Kinshasa. Un séminaire qui vise à sensibiliser 2 millions d'enfants en âge de scolarité au niveau primaire. Annonce faite hier au cours d'un briefing au Chevalier de la Plume, Christian Elongo. 12 ans après les débuts de cette campagne, le nombre d'enfants âgés de 6 et 7 ans qui sont en dehors du circuit scolaire reste parmi les plus élevés du monde. C'est la conclusion d'une enquête sur les enfants et adolescents en dehors de l'école. Nous sommes un pays où il y a autour de 4 millions d'enfants qui doivent entrer à l'école primaire, mais il y a autour de 2 millions qui n'ont pas accès à l'école. Et donc il faut tout faire pour pouvoir prendre dans ces 2 millions un très grand nombre d'enfants qui puissent rentrer à l'école chaque année. Des chiffres astronomiques, plusieurs facteurs sont liés, notamment le coût de la scolarité, la distance entre l'école et la résidence ou encore l'insuffisance des ressources humaines et des infrastructures. D'où l'effort du gouvernement pour l'effectivité de la gratuité de l'école primaire en RDC. Les frais de fonctionnement sont payés au même moment que les salaires. Donc, ces bureaux gestionnaires sont pris en charge. Il y a aussi la distribution gratuite des manuels scolaires à plus de 17 millions d'enfants congolais. Le gouvernement congolais, depuis cette année, a payé au mois d'avril 12 500 enseignants et 23 500 enseignants sont programmés pour être payés au mois d'octobre. Donc, c'était un stock d'enseignants qui était en souffrance. Donc, cette année, le gouvernement congolais aura à payer 36 000 enseignants. Donc, ce sont des efforts que le gouvernement déploie pour justement canaliser la gratuité de l'enseignement. Éduquer, c'est aimer son enfant. Les parents ne doivent pas s'y soustraire.
Vers le renforcement des synergies dans le commerce et l'intégration régionale, thème de l'ouverture des travaux de la 40e réunion du comité exécutif de l'autorité et de coordination de transit et de transport du corridor nord ACTTCN. Pendant 3 jours, les organes directeurs de l'ACTTCN vont trouver les voies et moyens qui permettront aux États membres de rendre ce corridor fluide du développement économique. Les principes généraux et les politiques régissant l'autorité de coordination de transit et de transport du corridor nord en termes de facilitation du commerce, du développement des infrastructures et d'harmonisation des politiques nationales seront au cœur d'une rencontre de 3 jours entre les délégués des pays membres de cette organisation. Ces pays, à savoir le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud et la RDC, devront statuer sur des stratégies afin d'améliorer le flux du trafic et du commerce au sein du corridor nord. Avant le début des travaux, le bâton de commandement du comité exécutif de l'autorité de coordination de transit et de transport du corridor nord est passé à la RDC qui le récupère des mains du Burundi. Pendant 2 ans, le nouveau président va s'investir pour éliminer toutes les barrières relatives au commerce régional et avancer vers la transformation du corridor nord en un corridor fluide de développement économique. Avec les autres États membres, nous ferons en sorte que les plaidoyers soient faits au niveau de nos États pour arriver à améliorer le climat des affaires sur les points d'ancrage de notre corridor, qui est le terminal de sortie que nous utilisons, les ports de Mombasa. Les volumes mal intentionnés dans ces ports, aussi bien en termes de conteneurs qu'en termes de tonnage, il est en train de s'accroître de plus en plus. Et on estime avec la croissance économique de nos États, ces volumes pourront encore s'accroître davantage. Rendre très fluide les opérations au niveau de ces ports, simplifier les procédures et diminuer les délais de séjour des marchandises au niveau de ces ports va rester notre cheval de bataille. Signalons que juste après la 40e réunion du comité exécutif de l'ACTTCN, qui se tient du 10 au 12 août, aura lieu la 27e réunion du Conseil de ministres regroupant tous les ministres de transport des pays membres, ceux en date du 13 de ce même mois. Nous avons aussi au cours de... Le commandant de la 34e région militaire au Nord Kivu décide de mettre fin au phénomène des manifestations des veuves et orphelins militaires presque chaque semaine en ville de Goma. Le général Falsi Kabwe affirme que le paiement de ces derniers se fera dorénavant à partir de la banque et non plus au niveau de l'état-major de la région militaire. C'est ce qui justifie le lancement il y a quelques jours de l'opération de recensement biométrique des veuves et orphelins des militaires à Goma. Actuellement, c'est-à-dire la paix ne va plus jamais se faire au niveau de l'armée, donc au niveau de la région militaire que je dirige ici. L'argent des veuves ne pourra plus jamais passer par la région militaire. C'est directement versé à la banque et chaque veuve ira prendre à la banque. Donc actuellement, tel que nous parlons ici, nous n'avons plus rien à voir avec les veuves. Mais puisque je suis commandant région militaire et qu'il y a un malaise quelque part, je suis obligé de me lever et de pousser sur les boutons pour que des solutions puissent sortir. Eh bien, nous avons parlé avec les banquiers, nous avons parlé avec toutes les instances de Kinshasa. On a demandé à ce que toutes les veuves, toutes celles qui se reconnaissent veuves et orphelins, puissent aller se faire contrôler sur base de la liste originale que Kinshasa reconnaît. Alors, nous avons mis cette liste à la disposition de la commission de contrôle qui est déjà sur place ici. Ce n'est pas une commission locale, c'est une commission qui vient de Kinshasa. Et la commission, toutes les veuves, je leur ai parlé, c'était le vendredi à la banque. Et les veuves sont maintenant ici en train de se faire contrôler et sont maintenant au 3e jour du contrôle. Bon, celles qui sentent que non, elles ne vont pas se retrouver dans ce contrôle et savent que leurs noms ne vont pas figurer dans ce contrôle. Ce sont des veuves telles que, donc elles se prétendent être veuves, elle a acheté des documents comme ils disent que tout son dossier, donc elle a pour elle-même des dossiers de 15 personnes. Donc elle perçoit pour 20 ou 15 veuves et orphelins en lieu place des vraies veuves. Et ce sont celles-là, se reconnaissant déjà vos faussaires, elle ne peut pas venir au contrôle. Parce que c'est que son nom ne figurera pas là-bas. Elle préfère aller vociférer sur la rue. Voilà.
Un rassemblement des représentants de la population du Kasaï oriental a eu lieu dernièrement au collège Voboto en soutien au chef de l'État et à la candidature de Ngoï Kassanji à la tête de la nouvelle province. Les ressortissants du Kasaï oriental plaident pour la continuité de la vision sur la révolution de la modernité et la relance des activités économiques. Consécutivement à la marche de soutien au chef de l'État intervenant en Bougimaï, les notables, politiques et acteurs sociaux ressortissants du Kasaï oriental dans sa nouvelle configuration ont à leur tour remercié Joseph Kabila pour toutes ses réalisations en faveur de la reconstruction et du développement économique de la RDC. Flatté par le bienfaisant engagement personnel du chef de l'État dans notre province, notamment par la mise en marche des mécanismes concrets pour la relance de la MIBA, nous, fils et filles du Kasaï oriental, réaffirmons notre soutien indéfectible à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, descendant incontestable de l'immortel patriarche Ilunga Mbidi. Les fils et fils du Kasaï oriental auxquels se sont jointes les autorités traditionnelles réitèrent en même temps leur confiance à Alphonse Ngoï Kassanji, candidat à la tête de la nouvelle province. Soutenons sans réserve la candidature de M. Alphonse Ngoï Kassanji au gouvernorat de notre province pour la poursuite et l'achèvement de nobles œuvres initiées et encourageons toute la population à rester mobilisée derrière lui, comme c'est le cas dans cette salle. Comme un seul homme, ils appellent la population est-kassaïenne à la vigilance pour former une barrière contre les politiciens mal intentionnés qui menacent la quiétude de la nouvelle province déjà engagée dans le développement. Toutes tendances confondues, les professionnels des médias de la ville-province de Kinshasa ont été conviés à une journée porte ouverte au cercle récréatif Le Picasso Beach, un nouveau-né dans le secteur touristique. Ce site touristique est situé dans le quartier Mbenzale de la commune de Lantsele. Fifi Loukoussa pour le reportage. Le site donne à voir. Picasso Beach offre et présente au public la nature et sa beauté. Lors de la visite guidée à laquelle ont été conviés les journalistes, les invités ont découvert la plage, les terrasses, les paillotes et des chambres en construction. Une rivière avec des pédalos, terrain de basket, tennis et volley-ball. La construction de ce merveilleux site a pris 20 longues années à son promoteur. Je crois qu'il a bien fait son calcul d'avoir invité les journalistes ici parce que c'est eux qui portent l'information très loin. Et donc, je crois que c'est pour ça qu'il a fait venir les journalistes, les médias en premier lieu, parce que les médias participent à amener l'information plus loin. Bon, je penserais qu'il faut bâtir ce partenariat public-privé dans ce secteur du tourisme parce que c'est un secteur très porteur pour la République démocratique du Congo, même si on n'y accorde pas beaucoup d'importance. Je crois que le tourisme peut participer à renflouer la caisse de l'État. C'est une très bonne source de revenus pour la République et je pense que le gouvernement doit penser à appuyer ce genre d'initiatives et bâtir ce partenariat public-privé dans ces secteurs-là. On a un ministre que je connais dynamique à la tête du secteur du tourisme également, le ministre Elvis Moutiro Abachara. Je crois qu'il fera quelque chose parce qu'il faut vraiment encourager ce genre d'investissement qui valorise la nature, qui montre que la RDC n'a rien à envier aux autres pays du Nord. Ce quartier qui se voit doté de ce joyau attend également des travaux d'urbanisation pour assurer son désenclavement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.